Voilà. Donc Claire Chenu, qui est donc professeure, directrice de recherche à INRAE et professeure à AgroParisTech en sciences du sol. Voilà. Et qui donc va vous parler du sol. Alors, qui n'est pas économiste, mais qui fréquente beaucoup les économistes, et qui a aussi beaucoup d'actions, disons, sur la pluridisciplinarité. Je vais dire ça comme ça. Donc, je te passe la parole et je te fais signe pareil. D'accord, merci. Bonjour. Donc, effectivement, rentrer plutôt sur les sols et la végétation. Je suis la biophysicienne du lot, enfin des intervenants. Donc, comment les sols et les agrosystèmes peuvent-ils contribuer à l'atténuation des émissions nettes de gaz à effet de serre? Alors, je vais repartir avec un petit... très rapide panorama des stocks et des flux. Ça va être très complémentaire de ce qu'a présenté Hugo Vallin, parce que ce que j'ai choisi de vous présenter, ce sont des données françaises. Donc, données françaises, ce sont les données récentes du CITEPA, présentées dans un graphique du dernier rapport du Haut Conseil sur le climat. Vous voyez les émissions du système agricole sensu stricto, elles sont en rouge. Essentiellement émissions de l'élevage, émissions des cultures, mais aussi engins, moteurs et chaudières. Tout ça, ça représente 18% des émissions nationales, auxquelles il faut ajouter, Hugo l'a bien présenté, celles relatives au changement d'usage des terres et aux émissions des terres. 6,4 millions de tonnes d'équivalent CO2 pour les sols agricoles. Donc, vous voyez, on arrive à peu près aux mêmes ordres de grandeur qu'à l'échelle mondiale. Un point de suite, donc les émissions les plus importantes, ce sont celles du méthane. Je n'en parlerai pas, je vais me focaliser sur les terres et la végétation. Et puis ces émissions, c'est principalement du méthane, mais aussi du N2O, deuxième position, et du CO2. Si je me focalise sur le carbone, cycle du carbone à l'échelle mondiale, ce que vous voyez ici sur un schéma un peu simplifié des stocks et flux à l'échelle mondiale, c'est que les stocks qui sont présents dans les sols, 2400 milliards de tonnes de carbone, sont nettement plus importants, plus de 3 fois plus importants que ce qu'il y a dans l'atmosphère. Donc des possibilités un gros compartiment qui influence, puisqu'il y a des flux réguliers, le plus petit compartiment qui est l'atmosphère. Et si on met en relation la quantité de carbone qui est présente dans les couches superficielles des sols de la planète entière, avec le flux net de carbone de notre planète vers son atmosphère, on s'aperçoit que si les sols du monde perdent changement d'usage des terres, par exemple retournement des prairies, de l'ordre de 4 pour 1000, donc 0,4% par an de leur carbone, ça va doubler le flux net de notre planète vers l'atmosphère. Inversement, si on pouvait stocker plus dans les sols, dans cet ordre de grandeur, ça pourrait théoriquement compenser ces émissions. Ce flux net, pardon. Donc ça, c'est ce calcul, on veut dire d'un point de table, qui est d'origine de collègue INRA, qui est à l'origine du logo, du titre de l'initiative 4 pour 1000, les sols pour la sécurité alimentaire et le climat, et qui explique cette focalisation aujourd'hui sur le carbone des sols et sur la possibilité de stocker plus de carbone dans les sols, qu'on voit dans les politiques publiques qui ont été décrites par Hugo Vallin, mais qu'on voit aussi dans les initiatives multiples de carbone farming qui sont en train de se développer. Alors, justement, les sols, puisqu'ils sont centraux, les sols de la végétation, les matières organiques des sols sont tout à fait au cœur de ces puits et émissions de gaz à effet de serre. Les matières organiques, c'est tout ce qui est ou a été vivant dans les sols, et elles résultent d'un flux d'apport de biomasse et puis de la transformation par les organismes vivants du sol. Donc, in fine, c'est de la minéralisation, ça retourne à l'atmosphère, ça retourne dans la solution du sol. Et ces matières organiques, elles sont... Alors, il y a également des pertes par érosion, des pertes parce que c'est emporté par les eaux qui traversent le sol. Mais vous voyez la taille de mes flèches, l'essentiel, c'est le flux du flux de sortie, c'est le flux de minéralisation. Donc la quantité de matière organique qu'il y a dans le sol, c'est résultant de ces flux d'entrée, flux de sortie. Ces matières organiques, elles sont pour moitié constituées de carbone. Donc en général, d'ailleurs, on les quantifie en quantifiant le carbone, mais il y a d'autres éléments, ce qui fait que leur minéralisation libère certes des molécules carbonées, mais aussi de l'ammonium, des phosphates, des sulfates, donc des éléments nutritifs pour les plantes. Et donc, si je me focalise sur le carbone, déjà, les émissions de méthane sont, selon les conditions d'aération des sols, il y a émissions nettes ou bien un bilan nul entre émissions et réabsorption de méthane. Et puis, si j'introduis l'azote dans le système, avec les entrées azote de fertilisants de l'atmosphère, fixation directe,
et l'azote de la biomasse végétale. La minéralisation produit de l'ammonium, et selon les conditions du milieu, il y a nitrification, il y a dénitrification, ce qui peut entraîner une production de N2O. Donc on a finalement, les sols sont source et puits des trois gaz à effet de serre, méthane, CO2 et N2O. Et bon, je l'ai dit, donc je vais me focaliser sur ces stocks et puits. Alors, par rapport à ça, finalement, deux grands volants d'action, c'est soit essayer de réduire les émissions, soit essayer d'augmenter les puits. Réduire les émissions des sols et des agrosystèmes. Je voulais, alors, ravi que Hugo Valin en ait parlé, parce que je voulais attirer votre attention sur le cas des sols organiques. Moi, j'ai un peu découvert ça il y a 5 ans, depuis que je travaille plus à l'échelle européenne. Il y a des sols organiques, donc des sols de tourbière, des sols qui sont normalement en permanence saturés en eau, très important dans les sols les zones de haute latitude. Là, vous avez une carte où vous voyez la surface de ces camemberts correspond à la surface de sols de tourbière dans les pays. Donc voilà, nous sommes des très petits joueurs. Et historiquement, une grande partie de ces sols, c'est ce que vous voyez en orange dans ces camemberts, a été drainée pour être utilisée en agriculture. Drainer, les micro-organismes, ils ont de l'oxygène, ils respirent à fond la caisse. Bref, une bonne partie de ce carbone part sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Ça représente 7% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, 25% des émissions agricoles. Donc c'est vraiment des émissions agricoles. Alors ça, c'est en Europe, c'est vraiment énorme. Et puis, il y a des impacts négatifs associés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça pour réduire les émissions ? Il y a finalement 2 possibilités. Restaurer les tourbières originales, très efficaces, mais évidemment, ça pose des problèmes puisqu'on les retire de l'usage agricole. Et puis sinon, la palidiculture, donc une culture avec des sols qui sont toujours submergés en eau, ce qui est très efficace d'un point de vue réduction des émissions de CO2, et on arrive à des compromis où on n'émet pas trop de méthane, pas trop de N2O. Là, on a eu pas mal de travaux dans un programme européen récemment. Mais ce qu'on est capable de cultiver en palidiculture, c'est surtout de la biomasse. Ce n'est pas de la biomasse alimentaire. Ce sont des roseaux, des massettes, voilà, pour la production d'énergie. Donc, ça suppose des transformations quand même importantes des systèmes de production. Donc, ce sont des gros enjeux, c'est très conflictuel. Enfin, il y a beaucoup de grosses discussions dans les pays, on va dire, du Nord et de l'Est de l'Europe. Autre volant d'action, c'est protéger les stocks existants dans la biomasse et dans les sols. Dans la biomasse, c'est bien sûr réduire, supprimer la déforestation, c'est réduire, supprimer l'arrachage des haies qui continue dans notre pays. Et puis, si on considère les sols, là, vous avez un graphique où sont représentés les ordres de grandeur des stocks de carbone dans les sols en France métropolitaine sous les différents usages. France métropolitaine, mais cette classification, elle est valable à peu près partout dans le monde. Vous voyez que les stocks les plus élevés, ils sont sous prairies permanentes et sous forêts. En intermédiaire, vous avez les vergers, les cultures, les vignes, les sols artificialisés avec beaucoup d'incertitudes. Donc, protéger les stocks, qu'est-ce que c'est ? C'est encore réduire, supprimer la déforestation, arrêter l'arrachage des haies, réduire, supprimer le retournement des prairies permanentes qui continue, qui continue de manière très importante en Europe, et puis réduire, supprimer l'artificialisation des terres. Donc des priorités à l'échelle mondiale avec des zones définies qui sont de protéger les stocks de carbone existants. Réduire les émissions de méthane des sols cultivés. Alors, quels sont les sols cultivés qui vraiment émettent du méthane ? Ce sont les sols de rizière, 12% des émissions de méthane mondiales, je crois un peu moins de 10% des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture. Et le volant d'action, c'est mettre en place une riziculture avec une irrigation alternée, donc des périodes où le sol n'est pas complètement sous l'eau, avec une possibilité de réduction importante des émissions, mais des compromis en termes de rendement. Donc apparemment, il y a beaucoup de développement là-dessus. Et puis sinon aussi des volants d'action en termes de gestion des résidus, ne pas les brûler, ce qui est une tradition dans beaucoup de pays, mais les réincorporer au sol, mais pas en période sèche et non pas en période humide, sinon ça produit des émissions additionnelles. Réduire les émissions de N2O. Donc oui, les émissions de la riziculture, bon, pour le contexte français métropolitain, c'est sûr que c'est peu pertinent, peu important. Réduire les émissions de N2O. Sur la carte que vous avez à gauche, c'est une carte des émissions de N2O pour la France métropolitaine. Vous voyez, plus c'est sombre, plus elles sont élevées. En gros, ça correspond aux zones de grande culture. Corrélation très très forte
entre la fertilisation azotée, en particulier fertilisation minérale, azotée, et les émissions de N2O. Donc, le volant d'action, c'est réduire, ajuster l'usage des engrais azotés de synthèse. Ça a été en particulier instruit, étudié dans une étude INRAE qui était pilotée par Sylvain Pellerin et Laure Bagnères. Laure est ici, dans la salle, dans laquelle 10 actions avaient été envisagées, été étudiées, analysées, instruites, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture française. Deux d'entre elles portaient sur permettaient une réduction des émissions de N2O, donc c'est réduire le recours aux engrais minéraux de synthèse en les utilisant mieux, des apports localisés, enfouissement, et en valorisant plus les ressources organiques. Et puis une autre qui était accroître la part des légumineuses en grande culture et dans les prairies. Dans cette étude, donc, le potentiel d'atténuation par hectare était estimé, essentiellement en se basant sur de la littérature, et ensuite une assiette, sur quelle surface on peut faire ça, était estimée, puis on croisait les deux. Et donc les chiffres de cette étude, en millions de tonnes de CO2 équivalent par an, vous voyez que la première action permettait une réduction de 6 millions de tonnes, la deuxième d'un peu plus de pratiquement 1,5 million. Qu'est-ce que ça veut dire en ordre de grandeur ? Si on met ça en relation avec le graphique que je vous ai montré, que j'ai tiré du rapport du Haut Conseil sur le climat, vous voyez 21 millions de tonnes d'équivalent CO2 des grandes cultures, dont 10 des engrais et amendements minéraux, 1,4 des amendements organiques. Voilà, donc une part, ce n'est pas l'ensemble qui peut être atténué, mais une part tout à fait importante de ces émissions. Donc, pour un volant d'action assez efficace. Et ce sera peut-être repris cet après-midi à coût négatif. Ça veut dire que ça ne coûte rien à l'agriculteur, au contraire, il fait des économies. On passe la deuxième catégorie de volants d'action, stocker du carbone dans la biomasse et dans les sols, donc activer les puits. Stockage de carbone dans la biomasse, alors j'exclus la forestation, puisque ça toucherait les surfaces agricoles, donc reste dans le cadre d'une agriculture, donc prairie ou culture terre cultivée. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la biomasse dans les haies et puis la biomasse dans les arbres en agroforesterie. Alors, le stockage de carbone annuel additionnel qu'on peut réaliser dans la biomasse d'arbres en agroforesterie, il est très dépendant du type d'agroforesterie qui est réalisé. Pour donner des ordres de grandeur, les dernières estimations, enfin les derniers facteurs d'émission IPCC, c'est pour en zone tempérée fraîche, agroforesterie linéaire, sur prairie ou sur culture. On est dans un peu au-dessus de 2 tonnes de carbone par hectare et par an en stockage dans la biomasse. Ça veut dire que c'est nettement plus que ce qu'on peut stocker dans le sol. Voilà, mais extrêmement variable selon la densité des arbres, le système agroforestier qui est mis en place. Non, là je suis retournée. Oui, donc autre volant, oui, et si l'autre volant d'action, c'est augmenter les stocks de carbone dans les sols, dans les zones, dans les terres, donc les usages où ils sont faibles, en particulier dans les sols en culture annuelle. Quelles sont les possibilités en termes de pratique ? Donc là, un petit schéma où j'ai repris finalement mon cycle du carbone. Je l'ai un peu enrichi par différentes actions. On va le parcourir ensemble. Augmenter la production primaire. Augmenter la photosynthèse, déjà, dans le temps, avec des cultures intermédiaires. Dans l'espace, en enherbant les vignes et les vergers, l'interrang des vignes et des vergers. Dans le temps, avec la mise en place ou l'allongement des séquences de prairies temporaires dans des rotations. Dans l'espace aussi avec l'agroforesterie, puisqu'on fait, il y a toute la photosynthèse qui est réalisée par les arbres. Et voilà, cette photosynthèse, elle est restituée au sol, en termes du cycle du carbone. C'est très important dans certains pays, par exemple l'Inde, limiter, supprimer le brûlage des résidus de culture, ce qui est vraiment une perte nette de carbone vers l'atmosphère. Favoriser les restitutions des parties des résidus de culture par rapport aux exportations.
c'était ma flèche, mon volant d'action numéro 3, réaliser des importations de matières organiques produites ailleurs. Alors, ça peut être les déjections collectées dans les bâtiments d'élevage ou les déchets des villes, une fois compostés, une fois passés dans des digesteurs, pyrolysés. Tout ça, ça augmente le flux d'entrée de carbone au sol. Et puis, il y a essayé de jouer sur le flux de sortie en limitant l'érosion. Donc là, on va déplacer le carbone, on va l'empêcher de partir de la parcelle, mais il peut aller s'accumuler un peu plus bas, dans des parcelles plus basses ou dans les cours d'eau ou à la fin dans la mer. En réduisant l'érosion par des aménagements anti-érosifs, par de l'agroforesterie, par de l'agriculture de conservation, donc des pratiques qui limitent le fait que le sol soit nu, exposé aux précipitations. Et puis, mais c'est quantitativement beaucoup moins efficace, essayer de réduire la minéralisation en réduisant le travail du sol, là encore en agriculture, en non-labour, en agriculture de conservation des sols. Donc là, je vous ai présenté un peu les volants d'action. Maintenant, donc il y a, retenez, vraiment une diversité d'options, une très très grande diversité d'options, donc des choix possibles à l'échelle d'une exploitation. Avant de passer à combien, je voulais donner un peu, faire un cadrage, quelques principes. Ce que j'ai représenté sur ce graphique, c'est en fonction du temps, en années, les stocks de carbone d'une parcelle agricole. La gestion de référence, je l'ai mise en marron. Vous voyez, j'ai mis une courbe avec une pente faiblement négative. Pourquoi ? Parce que c'est la moyenne des données que l'on a, que ce soit en France ou en Europe, les sols agricoles en culture annuelle des stocks très faiblement, mais des stocks. Mettre en place, donc il y a des gestions qu'on peut mettre en place, celles que je vous ai présentées, qui permettent une augmentation des stocks, et puis d'autres, c'est au retournement des prairies permanentes par exemple, une perte de stock. Ce que vous voyez, c'est que ce n'est pas symétrique du tout entre la courbe que j'ai mise en rouge et les courbes au-dessus de la courbe de référence. Donc la priorité, je le redis encore, c'est de protéger les stocks existants, parce que les cinétiques ne sont pas du tout les mêmes. Ensuite, voilà, une priorité pour donc des pratiques permettent d'augmenter ces stocks. On fait un stockage de carbone additionnel. Donc il faut quantifier ce stockage additionnel par rapport à la ligne de base, qui peut être décroissante. Et puis, ce qu'on peut voir, c'est que ce stockage, il est limité. Vous voyez qu'on atteint un nouveau plateau. C'est un nouvel équilibre. Pourquoi ? Parce que globalement, les organismes du sol, ils s'adaptent à la ressource organique qu'ils ont à décomposer. Et donc, finalement, plus il y a de matière organique, plus il y a de micro-organismes, et on arrive au bout d'un certain nombre d'années à un plateau. Donc là, un certain nombre d'années, regardez ce que j'ai mis en ordonnée, on est dans des dizaines d'années. On n'est pas du tout dans le temps des politiques publiques qui ont été présentées, ni même à la limite dans le temps de la vie professionnelle d'un agriculteur. Et puis, il est dépendant des pratiques, d'où ce besoin de quantification assez précise par pratique, et j'ajouterais par contexte pédoclimatique. Ce stockage, si on arrête par exemple la mise en place de cultures intermédiaires, on va arrêter ce stockage additionnel, donc il est réversible. Ça aussi, ça pose un vrai problème en termes de politique publique. Il faut s'assurer vraiment du maintien, de la permanence des pratiques sur des durées importantes. Et puis, le stockage peut être différent d'un piégeage de CO2. Et là, je reviens, il y a une question sur stockage, séquestration. Là, je parlais en stockage, un stockage additionnel. Combien est-ce que on stocke en plus par rapport à la référence. La séquestration, elle a été définie donc, par Olson et al., par des auteurs, mais repris par l'Académie des sciences américaines, et puis par ailleurs, c'est la même définition que prend l'IPCC, c'est un piégeage net de CO2 atmosphérique. Dans quelles conditions on peut ne pas avoir un piégeage net ? Alors bien sûr, il faut définir l'échelle, mais dans quelles conditions on ne peut pas avoir un piégeage net ? Un graphique ici, vous avez des situations où on peut avoir un stockage additionnel, mais ça ne va pas compenser la perte de carbone. Dans ce cas-là, on émet moins qu'avant, la parcelle émet moins qu'avant, mais on n'a pas un piégeage net, on n'a pas de séquestration. C'est toujours super intéressant, notamment en termes de qualité de santé des sols. Et puis des situations où, effectivement, on arrive à inverser. Le stockage additionnel est tel qu'il y a un piégeage net. Autre situation où il faut différencier, je pense, séquestration et stockage, c'est les apports de produits résiduaires organiques. Apporter une
une biomasse, enfin, un produit résiduel organique, un fumier qui a été produit sur une parcelle, va l'enrichir en carbone, on va avoir un stockage additionnel. Si je l'apporte, si je le répartis sur toutes les parcelles de l'exploitation, je vais avoir moins de stockage additionnel dans chacune des parcelles, mais le piégeage net, il est exactement le même. Donc ça, c'est ce qu'on appelle parfois leakage, hein, les fuites. Donc voilà, stockage, séquestration, c'est à définir, et l'échelle spatiale est critique derrière. Maintenant, combien? Alors, Sylvain Pellerin et Laure Bagnères ont remis ça en ouvrage. Ils ont coordonné une deuxième étude, donc avec, je ne sais plus combien on était, mais il y avait presque une trentaine de chercheurs dans l'équipe, pour essayer d'estimer quel était le potentiel de stockage additionnel de carbone en agriculture, dans les sols agricoles, pour la France métropolitaine, en utilisant des données, voilà, base de données des sols de France, base de données climatiques, climat safran, registre parcellaire graphique, registre des pratiques culturales actuelles, de façon à définir des unités spatiales, puis une modélisation pour prévoir cette évolution de la ligne de base, que ce soit en prairie ou en culture. Bon, ça a été fait avec des modèles différents, mais ça ne compte pas. Et ensuite, une modélisation de l'application d'un certain nombre de pratiques. Donc, le stockage additionnel, c'est la différence entre les deux. Et puis, application de ce stockage additionnel à une assiette maximale technique, définie après discussion entre les experts en tenant compte de limitations essentiellement biophysiques. Par exemple, des sols trop minces pour pouvoir y planter des arbres, des sols trop hydromorphes pour que ce soit raisonnable d'y faire du non-labour. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Voici, vous avez sur ce graphique différentes actions qui ont été envisagées. Hein, donc, j'ai déjà mentionné culture intermédiaire, agroforesterie, enfin, je crois que je les ai pratiquement toutes mentionnées. Et le taux de stockage additionnel en tonnes de carbone par hectare et par an. Donc, une grande variabilité en termes d'efficacité à l'hectare. En multipliant par l'assiette maximale technique, ce sont les cultures intermédiaires et l'agroforesterie qui s'avèrent être les plus efficaces, pour avoir un potentiel d'atténuation le plus élevé pour la France métropolitaine. Donc ça donne, en faisant la somme de tout ça, ça donne un certain nombre de millions de tonnes de carbone par an pour la France métropolitaine, mais le plus important, c'est d'exprimer ça par rapport aux émissions agricoles, 39%, par rapport aux émissions nationales, un peu moins de 7%. Donc, ce n'est pas négligeable, pas du tout, mais on ne peut pas compenser les émissions même de l'agriculture. Et puis, ça, c'est un potentiel technique. Ce qui a été fait aussi dans cette étude, ça a été d'estimer combien on pouvait avoir de stockage additionnel si on se fixait un plafond en termes de coût. Ça coûte, hein, un semis de culture intermédiaire, planter des arbres, les entretenir, c'est un certain coût. Acheter un semoir en semi-direct, c'est un certain coût. Et voici les estimations pour 3 valeurs de plafond en termes de coût. Et vous voyez que le potentiel y réduit de manière très, très importante. Donc ça, ce sera peut-être repris cet après-midi. Donc ça sont les résultats France. Qu'est-ce qu'il y a à l'échelle de l'Europe? Alors, dans un programme européen que je coordonne, nous nous sommes posé la question, nous avons fait l'inventaire. Quels sont les pays qui ont fait un boulot comme ça? Et on s'est aperçu, c'est ce graphique, que 14 pays l'avaient fait. Ce n'est pas beaucoup, hein, quand même, sur les 27. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de la figure. Ce que vous pouvez... 5 minutes, oui, je pense que ça va aller. Ce que vous pouvez voir, c'est que dans certains cas, on a une seule couleur. Par exemple, l'Espagne, c'est « oh, je fais que du non-labour ». La Norvège, c'est « j'apporte que du biochar ». Ils ont fait leur estimation nationale comme ça. D'autres ont considéré différentes pratiques. Et puis, ce dont on s'est aperçu, c'est que les méthodologies étaient extrêmement contrastées, extrêmement variables en complexité. Vous avez du tier 1, du tier 2, du tier 3. Il n'y a que la France qui a introduit une évaluation économique. Voilà. Donc, il ne faut pas que je dise... Non. Une grande variabilité en termes de méthodologie. Donc, nous avons décidé, dans ce programme, nous avons lancé un projet qui est en train de réaliser une estimation du stockage additionnel, alors technique, mais il va avoir aussi une évaluation économique, mais une petite évaluation économique, dans 23 pays, avec une méthodologie unifiée, à la fois une méthodologie tier 2 et une méthodologie tier 3. Donc, les résultats doivent arriver très bientôt. À l'échelle globale, donc je vais peut-être juste passer là, stockage de carbone dans les sols. Il y a une bonne variabilité finalement des estimations à l'échelle globale. C'est normal, hein, si déjà à l'échelle européenne, c'est variable. L'ordre de grandeur, c'est 0,5 à 1,5
milliards de tonnes de carbone par an, que l'on peut comparer aux 5,2 de flux net de notre planète vers son atmosphère. Donc même discours qu'à l'échelle française et qu'à l'échelle européenne, c'est significatif, mais ça n'est pas une solution magique. Voilà, mettre en œuvre, il y a des barrières. Il faut de l'eau, il faut des nutriments, il faut de la biomasse, il faut des sols. Une fois qu'on les a artificialisés, comme à Saclay, on ne peut plus stocker de carbone dedans. Et puis des barrières techniques, économiques, sociales, culturelles, législatives, que je n'aborderai pas du tout. Il y a des risques, il y a des compromis à trouver. Donc là, un exemple d'une synthèse de méta-analyse pour différentes pratiques entre stockage de carbone additionnel et émissions de N2O. Et alors, de manière générale, les émissions de N2O peuvent compenser en partie le stockage de carbone additionnel. Parfois, ça l'annule, ça en annule les effets, mais généralement, c'est que ça en réduit les effets. Et puis, risque compromis, utilisation excessive d'une ressource en eau pour avoir des rendements élevés, utilisation excessive de pesticides, de fertilisants, voilà. Et par ailleurs, il y a des bénéfices, il y a des synergies, il y a des bénéfices. Là, j'ai mis matière organique en interaction avec activité biologique, et j'ai envie de vous dire, l'attention a été vraiment attirée sur le carbone des sols et les matières organiques des sols par la question climatique, mais la principale raison de maintenir, d'augmenter les stocks de carbone et de matière organique des sols du monde, ce n'est pas du tout le climat, c'est la qualité des sols, la fertilité des sols, leur santé, à la fois diversité, les propriétés des sols et puis un certain nombre de services écosystémiques auxquels contribuent ces matières organiques. Et l'adaptation au changement climatique. Si on veut mettre en place des actions et des politiques publiques, donc ça a été présenté, cherche à mettre en place des actions pour favoriser ce stockage additionnel, voire rétribuer les agriculteurs pour ce stockage additionnel. En fait, le constat actuel, c'est qu'il faut se baser sur les résultats obtenus. On ne peut pas raisonnablement travailler comme dans la politique agricole commune, où c'est une évaluation sur les pratiques mises en œuvre. Pourquoi ? Parce que selon les conditions, selon le lieu, les conditions pédoclimatiques, une culture intermédiaire ne va pas avoir la même biomasse et ne va pas du coup permettre le même stockage additionnel dans le sol. Parce que là encore, selon les conditions climatiques d'une année à une autre, culture intermédiaire ne fera pas la même biomasse et donc n'aura pas les mêmes effets sur le stockage de carbone. Donc nécessité d'évaluer vraiment combien a été stocké. Et on va vers des systèmes de mesure, rapportage, vérification, MRV, en fait, qui sont assez complexes, qui associent différentes techniques. Alors, présenter comment ça se dessine, ce sur quoi on bosse en recherche, c'est associer pour une parcelle, pour une exploitation agricole donnée, à la fois des données à l'échelle de la ferme, le parcellaire agricole, les pratiques, le système de les productions, de la télédétection. Encore, par exemple, est-ce qu'il y a eu travail du sol, quelle est la biomasse des cultures intermédiaires, quelles sont les propriétés des sols, des données, des bases de données sur les sols, sur le climat, sur l'usage, des mesures directes au temps zéro de la teneur en carbone et des stocks de carbone dans les parcelles considérées pour alimenter des modèles de dynamique du carbone afin de prévoir l'évolution du carbone qu'on peut prévoir si l'agriculteur met en place telle ou telle pratique, culture intermédiaire, agroforesterie, etc. Bien sûr, ces modèles, il faut les calibrer, les valider, il faut des essais de longue durée, super important, pour tester les pratiques et puis pour tester les modèles. Et puis, in fine, périodiquement, mais donc ça c'est une grosse discussion, est-ce que c'est tous les 10 ans, est-ce que c'est plus fréquent, une mesure directe pour aller vérifier tout cela. Donc ça, ce genre de systèmes, ils sont actuellement en cours de développement dans ce programme européen que je coordonne, et puis dans le projet Orcasa, un représentant du projet Orcasa est ici, projet européen, et surtout dans le projet Marvic, un projet européen qui a démarré il y a presque un an. Voilà, pour conclure, donc les sols et les agrosystèmes peuvent-ils contribuer à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre ? Oui, un potentiel significatif de réduction. Par exemple, en 2017, l'estimation de l'étude Pellerin et al., c'était plus de 30 millions de tonnes d'équivalent CO2.
Et je vous ai donné une valeur de 83 millions de tonnes d'équivalent CO2 dans les derniers chiffres du CITEPA. Donc vous voyez, toujours la même chose, hein, c'est tout à fait significatif. Ça ne couvre pas tout. Ce qu'on estime surtout, et encore avec des méthodologies variables, c'est un potentiel technique. Or, on a besoin d'un potentiel économique et d'une prise en compte des barrières culturelles, sociales, législatives, à la mise en place de ces techniques. Et là, il n'y a pas de méthodologie. Il y a très, très peu d'études. Voilà, pas oublier les caractéristiques du stockage de carbone dans les sols. Hein. La persistance est un facteur clé. La réversibilité, c'est pour les de fuite. Hein. J'ai parlé de fumier qu'on balade dans le paysage. Et puis, pour ce qui est du carbone farming, je voudrais rappeler la nécessité de prendre en compte, c'est très peu fait aujourd'hui, voire pas du tout fait par un certain nombre d'entreprises, les autres gaz à effet de serre et les effets environnementaux, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et sur ce, merci. Merci beaucoup Claire, bouge pas. Donc pareil, on va prendre quelques questions spécifiques sur Claire. Marc. Alors, le micro. Et après, comme Marc, finalement, reste avec nous. Voilà. Après, les questions spécifiques à Claire, je vous demanderai de monter, Marc et Hugo, et à Claire de rester. Merci beaucoup, c'était vraiment super intéressant. Je voulais vous poser la question, est-ce qu'il y a toujours des synergies ou quelquefois des conflits entre les questions de carbone, de changement climatique, et les questions de biodiversité dans ce contexte-là? Plutôt synergie. Non, plutôt synergie. Là, on manque furieusement de données quantitatives, hein, teneur en carbone des sols, biodiversité, mais globalement, c'est synergie. Et sinon, je pense aux tourbières, synergie très, très forte, là, vraiment très, très marquée. C'est avec la production alimentaire que là, les synergies ne sont pas toujours évidentes. Hein, en termes de rendement. Par contre, de stabilité du rendement, c'est là qu'il y a plus de synergie et c'est peut-être quelque chose à mettre en avant aujourd'hui, contexte changement climatique. La stabilité du rendement devient un vrai problème. Peut-être qu'elle a toujours été un problème, mais... Merci. Merci. Autre question? Alain. Là, c'était juste une remarque par rapport à ce qui vient... Alain Carpentier, je suis économiste à l'INRAE. Il y a juste une question les relations entre la gestion des climats et la gestion de la biodiversité. Pour les sols agricoles, il y a quand même la question du désherbage chimique et du glyphosate si on ne veut pas travailler le sol, quoi. Si on veut continuer à stocker le carbone. Tout à fait. Ça fait partie effectivement des compromis. Okay. Beaucoup de glyphosate, quoi. Merci de le rappeler, oui. Autre question? Oui, ici. Mais peut-être rappeler que le non-labour en tant que tel n'a pas d'effet majeur sur le stockage de carbone dans les sols. C'est beaucoup plus la présence de plantes de couverture. Donc agriculture de conservation et pas seulement non-labour. Oui, bonjour, merci pour la présentation. C'est peut-être parce que j'ai fait uniquement l'économie, mais je n'ai pas compris pourquoi. Quand vous avez parlé des tourbières, vous avez dit que c'était intéressant qu'elles restent submergées pour garder leur fonction de puits de carbone. Et ensuite, vous avez parlé des rizières qui étaient responsables de 12% des émissions de méthane, alors qu'elles sont immergées. Est-ce que vous pourriez m'expliquer, s'il vous plaît? Merci. Tout à fait. Très bien. Et vous êtes, du coup parce que... Étudiante du M2 3ET. Alors, pourquoi préservation des stocks dans le cas des tourbières? Parce que ce sont des sols qui sont submergés depuis des siècles, des millénaires. Donc, il y a eu une accumulation au cours du temps d'une végétation très particulière, des sphègmes très souvent. Voilà. Donc, on a des stocks importants. Les rizières, en fait, elles ont été mises... Ce sont des surfaces agricoles qui ont été mises en rizière depuis des décennies, peut-être des siècles, mais on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur. Donc, on ne part pas d'un stock de carbone qui est le même. Donc il n'y a pas de problématique de perdre un stock de carbone super important en rizière. Maintenant, je dis, les rizières, ça émet du méthane, les tourbières aussi. Hein. Donc quand on restaure des tourbières, effectivement, on restaure aussi une production de méthane. Alors actuellement, voilà, dans le JP puis dans d'autres équipes internationales, on essaie d'estimer justement quel est le bilan gaz à effet. Il y a un certain nombre d'essais pour estimer quel est le bilan gaz à effet de serre net entre ce déstockage massif et quand on restaure des sols, des tourbières, et une émission qui réapparaît de méthane.
pour le moment, moi, les résultats que j'ai vus, c'est plutôt positif, c'est plutôt intéressant, mais il faut faire ce bilan. Il faut toujours, de toute façon, faire un bilan. Carbone du sol, CO2, méthane, N2O. Merci pour votre question. Merci Claire. Alors, je vous propose de passer à la discussion. Ah non, pardon, il y a une question. Peut-être que tu peux... Allez-y pour votre question, mais en attendant, dans la réponse, expliquez... Je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est que biochar. Ah oui, d'accord. Et que tout le monde sache ce que c'est que tir, Bonjour. tir 2, tir 3. Donc Manu Bédard, également étudiant dans le Master 3ET. Ma question, moi, elle est sur la vision à plus long terme, parce que ces solutions, on voit qu'elles permettent de restaurer ou d'augmenter les stocks de carbone dans les sols ou à d'autres endroits. Mais dans les trajectoires à horizon 2050, voire 2100, sur le bilan net d'émissions absorption de gaz à effet de serre, on n'aura plus forcément les mêmes possibilités d'absorption si les stocks sont tous restaurés. Et c'est pas des choses que j'entends en fait souvent quand on a ces discussions-là. Est-ce qu'on en discute un peu quand même ? Oui, on en discute et on en a beaucoup discuté au moment de la mise en place de l'initiative 4 pour 1000. C'était une grosse critique faite à l'initiative de ne pas assez dire qu'en fait c'est une solution transitoire en termes d'atténuation des gaz à effet de serre. C'est pas, puisque si dans l'idéal on arrivait à stocker du carbone, un stockage additionnel tous les sols, on arriverait un jour à ce plateau que j'ai montré, à ce nouvel équilibre, et là, il n'y aurait plus d'effet. Donc c'est une solution transitoire, mais déjà ça, de toute façon, c'est tellement ambitieux que... Et puis, puisqu'il y a d'autres bénéfices, je veux dire, c'est à mettre en place. Ok, Marc, Hugo, vas-y, si tu peux, pendant qu'il monte, vous montez, s'il vous plaît. Oui, alors j'avais une question, biochar, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux chercheurs, il y a beaucoup d'attention là-dessus. C'est un procédé qui consiste à pyrolyser de la biomasse, donc c'est la brûler mais sans oxygène, ce qui permet de fabriquer des charbons. Et ce sont des charbons dont il a été montré qu'ils se décomposent extrêmement lentement. Et donc, on pense à cette solution. C'est une solution qui est très mise en avant par un certain nombre pour un stockage additionnel de carbone dans les sols. Là, pourquoi est-ce que j'en ai pas parlé ? Parce qu'il faut de la biomasse. Donc, par exemple, du biochar en Afrique, moi, j'ai toujours du mal. Du biochar dans le Sahel, j'ai toujours du mal à comprendre comment des entreprises peuvent se développer là-dessus. C'est considéré qu'il y a une ressource vraiment importante de biomasse, et puis ça coûte très cher. Ce n'est pas par hasard que la Norvège est le pays qui a fait une estimation à l'échelle nationale. C'est le seul pays qui considère qu'économiquement, ils peuvent avoir des filières importantes de biochar. Donc ça, et ton autre question, c'était les tirs. Tir 1, alors l'IPCC, donc le GIEC, a défini des méthodologies pour estimer les émissions de gaz à effet de serre, stockage de carbone dans les sols. Et il y a 3 niveaux de méthodologie. La première, tir 1, c'est ce que tout le monde peut faire. Utiliser des statistiques nationales sur l'usage des sols, et puis des valeurs. Voilà, une forêt tempérée, ça stocke tant par an. Un sol de type Podzol, en haute latitude, région tempérée froide, ça stocke tant par an. Tir 2, on utilise ces coefficients, mais on les adapte à l'échelle nationale. Et puis tir 3, c'est le plus complexe, c'est soit la mesure directe, pour le carbone des sols, et pour les émissions de N2O, c'est pareil, de méthane, soit les mesures directes, on a des capteurs, on a un réseau de suivi suffisamment rapproché, soit la modélisation. Voilà. Et je trouve de manière générale, en termes de politique publique, c'est quelque chose qu'on essaie de défendre beaucoup auprès de la DG Climat aujourd'hui, dans la proposition de régulation sur laquelle il travaille, et auprès de la DG Environnement pour la proposition de directive cadre sur les sols, c'est de définir des niveaux de méthodologie, parce que ça permet d'embarquer tout le monde, mais en même temps de permettre des marges de progrès. Merci.